Bonsoir à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, les infos du jour, c'est notamment le FSD Beta aux États-Unis qui fait encore des progrès. Alors là, c'est assez impressionnant aussi, vous voyez. Donc là, il est en FSD complet, conduite autonome complète. Et la voiture, vous voyez, ne traverse pas la route. Non pas parce qu'il y a des voitures à droite à gauche, mais parce qu'il y avait un piéton qui traversait la route. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir là, vu que la route qui était adjacente n'était pas vraiment perpendiculaire, est-ce que la voiture voyait bien, non pas les voitures qui venaient de la gauche, mais les voitures qui venaient de la droite? Là, franchement, ça aurait été intéressant de voir comment la voiture se serait comportée dans une telle situation, avec des voitures qui circulent dans les deux sens, notamment s'il y a une voiture qui venait de la droite, là, j'aurais été curieux de voir comment elle se serait comportée. Et moi, mon expérience personnelle, quand même, c'est que j'ai un petit doute sur le comportement de la voiture par rapport à la détection des piétons de nuit. J'ai notamment constaté que les piétons apparaissaient nettement moins sur l'écran de nuit, et donc j'ai l'impression quand même que ces caméras qui sont vraiment essentielles pour la détection des objets. Et donc, j'ai comme un doute. De nuit, comment ça se passe? Est-ce que les radars, notamment le radar avant, est suffisant pour détecter les objets? J'ai quand même un doute, comme le fait qu'évidemment que si vous gardez le pied appuyé sur l'accélérateur, j'ai pas l'impression que la voiture va vraiment freiner ou faire un freinage d'urgence, évidemment. Dans ce cas précis, il faut vraiment lâcher l'accélérateur pour que la voiture fasse vraiment un freinage d'urgence. Par exemple, s'il y avait une voiture qui s'arrête brusquement devant vous. Ce qui paraît logique d'une certaine façon, puisque là, la voiture considère que c'est vous qui avez la main, et vous savez, c'était par rapport au problème de la voiture qui, à haute vitesse, était rentrée dans la voiture, une Honda Civic sur l'autoroute. On était un peu dans ce cas de figure, où vraiment le conducteur continuait à appuyer à fond sur l'accélérateur. Alors, autrement, la grosse info du jour, c'est que, a priori, le Sentry Mode va s'améliorer, et on pourrait donc visionner à distance, à partir de l'application, les caméras en live. Alors ça, franchement, ce serait vraiment super. Reste à savoir si on pourrait enregistrer à distance le flux. Là, ce serait idéal. Là, ce serait parfait. Puisque, vous savez, il y a toujours ce problème que si on vous abîme ou on pénètre dans votre voiture, un voleur, il peut aussi prendre la clé USB. Et donc, dans ce cas-là, vous n'avez plus de preuves. Malheureusement, alors la modèle 3 2021 maintenant, elle a la clé USB qui se met dans la boîte à banque, qu'on peut fermer à clé, entre guillemets, avec un code. Mais bon, ça résout pas complètement le problème. Et donc, j'attends avec impatience. J'espère que dans la V11, avant la fin d'année, on aura ça. Ça sera vraiment une super fonctionnalité à tester. Encore une avancée en termes de logiciel de la part de Tesla. C'est vraiment impressionnant. L'autre info, c'est que ça y est, les modèles 3, les SR+, qui viennent de Chine arrivent en Europe et donc pourront être livrés en France aussi, probablement au début de l'année 2021 avec les nouvelles batteries lithium fer phosphate que l'on peut charger jusqu'à 100% sans avoir un dommage notable sur la dégradation de la batterie, a priori, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour les SR+, puisque vous avez une autonomie moindre. Donc si vous pouvez les charger à 100%, c'est toujours un plus pour les grands trajets. Et d'ailleurs, qui dit trajet dit autonomie, qui dit autonomie dit batterie, et j'ai trouvé ça sur internet, Gruber Motors. Alors ça, c'est super intéressant. C'est un propriétaire de Tesla qui a acheté sa Model S, je crois, pour 10 000 $, mais la batterie était défectueuse. Et ça coûtait 23 000 $, si je me souviens bien, s'il devait faire changer le pack batterie par Tesla. Donc il allait chez Gruber Motors, et là, j'avoue que c'est super impressionnant. Donc il démonte le pack batterie, il montre comment les modules sont aligné dans la structure. Là, sur la Model S, vous voyez, là, il enlève un module en entier. Et vous voyez, il y a plus des milliers, je crois 7000 cellules au total dans le pack batterie de cette Model S. Et donc là, ils ont réussi, vous voyez, ils ont démonté, d'ailleurs, vous voyez les tubes en plastique, là, c'est le système de refroidissement de chaque module, qu'on va voir aussi un peu mieux dans la suite de la vidéo. Voici. Donc ils ont juste démonté ceci pour évidemment arrêter le refroidissement de ce module. Ils démontent le module et ils testent. Alors
ne vais pas rentrer dans les détails, ils testent chaque cellule les unes après les autres, si je me souviens bien, et ils arrivent à déterminer laquelle est défectueuse, puisque comme c'est un montage parallèle, si je ne dis pas de bêtises, si vous avez une cellule défectueuse, ben ça impacte le module, hein. Et donc vous avez quand même un gros problème à la fin. Et donc ce qu'ils arrivent à faire là de manière remarquable, c'est qu'ils ne remplacent que la cellule défectueuse, qui est celle-ci. Et donc concrètement, ça a coûté à cet heureux propriétaire 5000 $, parce que c'est quand même du travail là, hein, pour remplacer voilà une cellule qui ressemble un peu à ça, une 2170, à peu près cette taille-là. Et alors peut-être que c'est le module d'ailleurs, module précédent hein, sur cette Model S qui doit être assez âgé. Mais enfin, n'empêche, à la fin, ça va coûter 15 000 $ pour avoir une Model S avec un pack batterie pas neuf, mais enfin sans le défaut, et donc qui va pouvoir durer bien plus longtemps par rapport aux 23 000 $ qui auraient été demandés par Tesla. Donc ça, c'est une très bonne affaire, je trouve, pour cet heureux propriétaire, j'espère, de cette Model S qui a trouvé le bon système pour réparer sa batterie. Alors l'autre info importante aussi des derniers jours, c'est évidemment l'augmentation des prix en Europe. De la Model 3, de la Model S et de la Model X, hein, qui a augmenté la Model 3 à peu près d'environ 1000 €. Hein, donc d'autant plus intéressant l'info que j'avais donnée il y a quelques jours sur les Model 3 2020 SR Plus à 39 900 €, pardon. Là, elle a 50 000 €, donc ça fait une sacrée différence pour le modèle 2021. Mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est l'augmentation des modèles. Alors qu'elles avaient baissé la Model S hein, en dessous de 80 000, si je me souviens bien, là qui a pris presque 5 000 € comme la Model X. Donc, alors la raison qui circule sur les réseaux, c'est que il y aurait un rafraîchissement de la Model S et de la Model X au niveau, je suppose, de l'intérieur de la voiture. Donc, écoutez, à surveiller de près. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Sachant que j'ai appris une chose aussi sur Electrek, c'est que la Model S coûtait environ 30 000 $ de plus en Allemagne par rapport aux États-Unis. Donc, bon, après, il y a les taxes hein, qu'il faut inclure. Mais bon, ça fait quand même une sacrée différence. Et donc reste à voir quelle va être la réponse en termes de marché. Hein. Est-ce que les propriétaires qui voulaient s'acheter une Model S, une Model X vont continuer dans cette voie à l'acheter malgré cette augmentation significative du prix. S'il y a un rafraîchissement intérieur, en tout cas, ça sera très intéressant de voir jusqu'à quel point ils ont rafraîchi, entre guillemets, ces deux voitures. Et en parlant de prix, justement, il paraît qu'a priori, la future proie, entre guillemets, marketing de Tesla et de Volkswagen sera le marché, on va dire, pas premium, hein, plutôt autour de 25 000 $ à 30 000 $. Donc on a évidemment déjà parlé de la Tesla 2, entre guillemets. Mais Volkswagen irait aussi vers une ID.1 qui serait encore vraiment moins cher, qui pourrait arriver en 2023 avec un pack batterie de 36 kWh, ce qui est pas mal du tout, et qui pourrait être au même prix, voire moins que la Twingo électrique. Donc j'ai hâte de voir ça quand même, parce que là, ça y est, Volkswagen pense vraiment à la surmultiplier, parce que 2023 c'est pas loin, et il y aura aussi une ID.2 aussi en gestation. Donc vraiment, je pense que le marché électrique va vraiment augmenter de manière significative. C'est déjà le cas. Hein. Dans les années qui viennent, ça va vraiment être impressionnant. Et il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur le réseau de recharge parce que ça va vraiment venir le point crucial. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps au niveau des Français. 40% d'entre eux seraient d'accord pour passer à un véhicule électrique si le réseau de recharge super rapide était adéquat. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de Français qui ont tout compris. Le frein pour eux à l'heure actuelle, c'est pas la voiture. Mais c'est le réseau de recharge pour pouvoir se déplacer partout en France. Et la bonne nouvelle à ce sujet, c'est que ceux qui vont acheter une voiture électrique, qui vont installer une borne chez eux, ils vont pouvoir bénéficier d'une TVA à 5,5 au lieu de 20%, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc en théorie, les tarifs d'installation des bornes à partir du 1er janvier 2021 devraient baisser. Alors toujours en parlant de batterie, le dernier sujet que je voulais aborder qui est très intéressant, c'est quelle est la quantité réelle de kilowattheures qui sont injectés dans votre voiture quand vous la rechargez, notamment au niveau des superchargeurs, que ce soit les superchargeurs Tesla ou les chargeurs Ionity. Et il y avait une enquête qui avait été faite par l'ADAC en Allemagne qui disait que la différence était de 25%
lorsqu'on rechargeait une Model 3 long range, qui est vraiment énorme, c'est-à-dire qu'à supposer que vous rechargez, je sais pas, 100 kWh, ce qui est impossible sur le Model 3, ben en fait, il y avait que 75 kWh qui allaient vraiment dans la batterie. Donc, eh bien, un des youtubeurs les plus connus, hein, qui est norvégien, a voulu tester, Björn Nyland a voulu tester en Norvège. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé une Model 3 et une i3 avant de partir faire un morceau de route. Et puis, il est revenu et il a rechargé exactement en même pourcentage pour voir effectivement combien la voiture avait pris en kilowattheure. Et il a trouvé une différence, non pas de 25%, mais de 12%. Ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ce qu'il y ait une différence de 12%. Il y a des consommables d'abord. La batterie peut aussi se recharger et consomme beaucoup, hein. Le système de chauffage de la batterie consomme beaucoup aussi si elle doit toujours être réchauffée pendant que vous rechargez la batterie sur un superchargeur. Mais bon, voilà, en tout cas, on n'est pas à 25%, on est plutôt à 12%. Et sur la dernière vidéo que j'ai faite, je tenais à préciser aussi que pour le calcul de 12,57 centimes au kilowattheure avec GDLX notamment, je ne prends pas en compte la déperdition liée à la recharge elle-même, que ce soit au niveau de mon installation ou au niveau de convertisseur AC/DC de la voiture, ou au niveau même de la batterie lors de la recharge, puisqu'il y a une petite partie d'énergie qui va partir en termes de chaleur. Donc on peut compter au minimum, on dit 10% de perte. Moi j'ai à peu près 5% de perte par Tesla Phi entre les kilowattheures réellement injectés dans la voiture et les kilowattheures consommés, mais je n'ai pas de compteur en tant que tel, hein, au niveau de mon petit tableau spécifique à, à la charge de la voiture, puisque c'est pas au niveau du tableau général. Donc au maximum, on va dire, allez, 20%, ça me paraîtrait comme un peu élevé de perte. Donc j'ai eu des retours très intéressants sur ma chaîne qui disaient que voilà, que si on compte tout, y compris l'abonnement, etc., on est plutôt autour de 17 centimes de kilowattheure en heure creuse. Si on compte vraiment tout, probablement en comprenant si la déperdition, et non pas 13 ou 14 centimes du kilowattheure. Donc on est un peu au-dessus, c'est clair, de 2 euros au 100 km. Mais tout dépend évidemment de votre consommation moyenne. Mais on pourra revenir aussi dans une vidéo bientôt. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je voulais finir sur une note plutôt positive, vous voyez, mon système Sentinelle qui marche toujours très bien. Et là, eh ben, j'ai voilà une dame d'abord qui sort de la voiture, qui fait bien attention en ouvrant sa porte, ça fait toujours plaisir, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Et ensuite, eh ben, vous allez voir que ce couple, eh ben, s'intéresse à la voiture avec, on voit pas vraiment le sourire avec le masque, mais on voyait vraiment qu'ils étaient intéressés par la voiture et c'est vrai, ça fait plaisir, quoi. Voilà, on voit vraiment que Tesla, il y a toujours un intérêt des autres conducteurs pour la voiture et bien moi je trouve que c'est sympa, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.